Salut, Salut, t'es Joey, Joey, ouais. je sais pas dire ton prénom comme. Joey. Ok, Ouais. Joey. Moi je suis Delphine, tu sais, je travaille avec ton père. Ah Je ouais, il a suis dû m'en parler, ouais. ouais, je suis son binôme diététicienne, quoi. Ok. Ouais. Bon, c'est super que tu sois là. Enfin, en tout cas, Philippe, il est super fier, quoi, que tu sois venu. Ouais, Mhm. c'est génial. Ok. Bah, première rencontre nationale de la restauration collective engagée en bio, quoi. C'est un truc, quoi. Mhm. Ouais. Donc, ouais. Bon, bah, à tout à l'heure. Ouais, Ouais. salut, tout ça. Ouais. Salut. Profite bien. Ouais. Ouais. Bonjour, je m'appelle Joey. Ça, c'était en 2017. C'était les premières rencontres nationales de la restauration collective bio. C'était aussi la première fois que je rencontrais le collectif Les Pieds dans le Plat. Mais bon, j'étais surtout là pour accompagner mon père. Mon père, c'est un paysan cuisinier bio. J'ai grandi sur une ferme familiale en bio depuis 35 ans. Donc je l'ai accompagné pour lui faire plaisir surtout. Il me parlait de ses copains. J'avais rien à faire. Je me suis dit, on va y aller, quoi. Ouais, ça m'enthousiasmait pas plus que ça, quoi. Euh, Ça me mettait pas en joie, on va dire. Bon, en même temps, la joie, ça a jamais vraiment été mon truc. Je crois que je l'ai perdu sur le chemin quelque part dans mon enfance, quand ma mère est morte dans un accident de voiture. Mais bon, je vais la retrouver, hein. Et donc j'étais plutôt blasé, résigné. En fait, j'étais étudiant en master à Sciences Po. À Sciences Po Paris. Alors quand je dis ça, en général, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui vont lever les sourcils et tout de suite se redresser et avoir une admiration naturelle, spontanée. Et puis il y a plutôt ceux qui vont froncer les sourcils et regarder du coin de l'œil et se dire qu'est-ce qu'il va nous raconter ça là-dessus. Bon, là, j'ai l'impression que vous faites plutôt partie de la deuxième catégorie. Mais rassurez-vous, c'est une conf de gauche. Bon, dans cette conférence, on va caricaturer un peu, hein, les choses. Mais on s'autorise à le faire. Parce que la précision intellectuelle, tout ça, bah, c'est les sociologues, les universitaires, ils font ça. Mais bon, c'est un peu chiant, puis personne ne les écoute. Bon, donc nous, on fait une conférence gesticulée, là. C'est-à-dire que c'est sur un registre polémique. Donc on s'autorise à grossir un peu les traits, et puis c'est pour réveiller une conscience politique, en fait. Euh, donc en fait, l'idée, c'est on part de notre petite histoire subjective, notre vécu, notre expérience, et on l'insère dans une grande histoire politique. Et comme ça, on comprend en fait le monde qui nous entoure et les rapports de domination, etc. Pour ça, ils sont utiles les sociologues, hein, pour comprendre tout ça. Donc voilà, on va vous faire une conférence, mais pas une conférence chiante. Là, tout. On va gesticuler un peu, on va essayer de vous faire rire un peu, tout ça. Okay. Et j'étais résigné en fait parce que bah, à Sciences Po, on nous apprend que bah, le monde, c'est complexe. Il est complexe le monde. Thèse, antithèse, synthèse. En gros, bon, bah, on peut penser quelque chose, en même temps, on peut penser l'inverse. Donc en gros, si on a des responsabilités, il vaut mieux pas chercher à trop changer les choses, quoi. Hein. Donc bah ouais, j'étais plutôt j'étais politisé, hein. Moi j'ai fait ma politisation avec Noam Chomsky. Euh, J'avais 16 ans, je lisais les bouquins Comprendre le monde et j'étais voilà. Mais bon, à Sciences Po, on nous apprend à quel point c'est complexe, c'est pas si simple, on peut pas changer le monde. Donc bah j'étais même un peu méprisant, on va dire. Parce qu'on nous apprend que on est l'élite de la nation. Le premier jour, on arrive, on a 18 ans, on est dans un grand amphi avec des gens importants qu'on a vus à la télé et tout, qui nous disent « Bravo, vous êtes l'élite de la nation, vous allez avoir de grandes responsabilités. » Et donc c'est pour ça aussi que voilà, être responsable, c'est hein, être pas radical, quoi. Faut prendre des décisions sages, quoi, responsables. Hein, vous voyez. Et puis on nous met dans la tête que ben on est vraiment une élite, quoi. Déjà, on arrive, on a 18 ans, toutes les banques nous veulent. C'est-à-dire qu'on nous offre une carte gold, toutes les banques, elles nous offrent une carte gold, 300 € dessus, comme ça.
On se dit, ouais, ouais, c'est pas mal. On devait vraiment être quelqu'un, quoi. Puis après, bah, les galas, c'est dans les plus grands, les plus beaux bâtiments de Paris. Et puis, bah voilà, quand on parle aux gens, Sciences Po Paris, c'est waouh, wow, disons. Donc on intègre en fait inconsciemment qu'on est plus meilleur, on est les meilleurs, on est plus haut, quoi. Mais c'est pas malveillant, c'est pas un mépris de classe malveillant. Enfin, c'est intériorisé, c'est inconscient en fait. Et moi, je suis fils de paysan, hein. Et même en étant fils de paysan, quand j'allais à cet événement de rencontre nationale, bah ouais, j'étais là en mode ouais, bah c'est bien, ils mettent du bio dans les cantines, bon, c'est bien. C'est des gens de terrain, quoi. Mais bon, c'est pas ça qui va changer le monde. C'est une petite asso militante de province. Bon. Voilà, ils comprennent pas la complexité du monde, quoi. Donc j'y étais à cet événement en 2017, mais j'étais plutôt blasé, résigné et un peu méprisant. Ben moi, je suis super contente, quoi. Non, mais imaginez, quoi, c'est une journée exceptionnelle. Pour le collectif Les Pieds dans le Plat, on a organisé ça, les premières rencontres nationales de la restauration collective engagée en bio. Alors nous, on est partis, une équipe, on était 10, quoi. Et là, on fait ça en plein milieu de la Dordogne, Marsanais. Voilà, faut quand même vouloir y aller, quoi. Faut trouver déjà le village. Et là, on se retrouve 300 personnes, 37 départements. Alors, on n'est pas les seuls 10 là à s'intéresser à ça. Il y en a plein d'autres que ça intéresse. Donc, on est super contents. Moi, je fais partie du collectif Les Pieds dans le Plat. J'en suis un des membres fondateurs. Le collectif, c'est quoi? En fait, c'est des formateurs en restauration collective, des cuisiniers, des diététiciens. Et on s'est rencontrés en fait dans un cadre très simple. C'est que au moment des lois Grenelle, hein, donc je vous resitue, c'est 2018, hein, donc loi Grenelle pour l'environnement, et ben, il y avait une petite mention comme ça dans la loi. 2008, j'ai dit quoi? Ah, c'est bien, super. 2008, il y avait une petite mention qui encourageait les restaurations collectives à aller vers plus de bio. L'objectif, c'était atteindre 20% de bio d'ici 2012. Alors, en 2011, ils n'y étaient toujours pas, donc ils ont rajouté une petite mention supplémentaire, loi Grenelle numéro 2, en disant, nous, les ministères, on va tous s'engager et on va devenir État exemplaire, donc on va s'engager dans nos restaurations interadministratives à mettre plus de bio, et donc à atteindre ces fameux 20% d'ici 2012, dans un an. Ouais, on est large. Donc pour ça, en fait, notamment le ministère de l'Environnement, il avait repéré en région des formateurs qui étaient en capacité de porter ces messages-là, puis y compris de les aider aussi à passer un peu plus de bio dans leur restaurant interadministratif. Et donc moi, je faisais partie de ces gens-là, et donc il y avait une cinquantaine de personnes à peu près qui avaient été repérées, des nutritionnistes, des cuisiniers, dans toute la France, voilà, cinquantaine. On se retrouve à Paris La Défense. Et là, on a la grand-messe, et donc la femme qui est là nous dit très fière d'elle, le ministère de l'Environnement est fait donc exemple, hein, et donc dans notre restaurant interadministratif, nous avons la joie de vous dire que nous sommes à 3% de bio. En fait, j'ai croisé les regards de quelques formateurs. On s'est reconnus, hein, ceux pour qui c'était pas suffisant. Et puis le soir, on se retrouvait aussi, quand on se réunissait comme ça, donc l'IFOR en fait, hein, et la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, faisaient des événements assez réguliers comme ça pour confronter les visions, les expériences des formateurs. Ils nous mettaient ensemble en séminaire, et puis donc on débattait. Puis il y en a qui débattaient un peu plus tard les uns que les autres, qui refaisaient un petit peu le monde, qui étaient un peu plus militants les uns que les autres. Et donc, ça a fait le collectif Les Pieds dans le Plat. Bon, moi, je reviens de loin quand même. Hein. Avant d'être formatrice en restauration collective, j'ai passé un BTS diététique pour devenir diététicienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, ça vous explique ce corps de rêve. Voilà, j'oublie pas.
Non, en fait, en vrai, j'ai un corps qui est facile, qui absorbe bien mes excès, voilà. Et qu'en plus, je prends conscience que, bah oui, moi, j'ai les moyens de ne pas me demander quand je sorte ma carte bancaire à la Biocoop si ça passe ou pas. Et puis, j'ai quand même accumulé pas mal de connaissances. Donc, pendant mon BTS diététique, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai accumulé des connaissances. J'ai appris aussi à calculer plein de choses, des rations, des quantités. Et donc, je ressors de ce BTS diététique avec tout un tas de connaissances comme ça, en me disant c'est génial, maintenant je vais pouvoir faire de la prévention santé en offrant toutes les connaissances que j'ai accumulées aux gens qui en ont besoin, parce que s'ils ont des problèmes de santé liés à leur alimentation, c'est parce qu'ils savent pas. C'est ça. C'est ça. Donc, je sors de là avec mon diplôme en poche et mon premier boulot. Alors, c'est pas facile hein, de trouver un boulot quand on sort de bêta diététique. Et d'ailleurs, le conseiller d'orientation, il me l'avait dit. Il m'a dit il n'y a que 20% des diététiciens qui arrivent à trouver un job à la sortie. Bon, bah, moi, j'ai trouvé un job, je suis contente. C'est un CDI en plus. Donc, c'est vachement important. Parce que mes parents m'ont dit bah, c'est chouette d'avoir un CDI quand tu sors de ton diplôme. Parce que, quand même, il y a la petite pression du chômage depuis que je suis toute petite. Et donc, avoir un CDI, ben, mes parents, ils vont être fiers de moi. Bon, c'est un CDI 35 heures payé 39 au SMIC. Bon, voilà, il faut bien commencer. Et je travaille pour le service consommateur des eaux de Nestlé, Nestlé Waters. Donc, je suis téléconseillère et je reçois les appels des consommateurs. Vous savez les numéros qu'il y a sur les bouteilles d'eau? Voilà, bah à l'époque, en fait, vous tapiez ce numéro, vous avez une chance sur 3 de tomber sur moi, au niveau national. Service consommateur Nestlé Waters, Delphine Abbé, bonjour. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, vous voulez un bon de commande pour la promo Vitel de l'été. Bien, ben je vais prendre vos coordonnées, puis je vais vous l'envoyer. Merci, oui, bien sûr. Très bien, merci, au revoir. Voilà, ça c'était mon métier. J'envoyais des bons de commande pour la promo d'été. Eh ben oui, mais dans ce service, en fait, ils employaient que des diététiciennes. On n'était que des diététiciennes, alors peut-être parce que ça faisait classe. Mais en fait, voilà. Bon, le moment où on a vraiment pété un câble, nous, les diététiciennes, alors c'était pas tant ne pas utiliser les connaissances qu'on avait accumulées et qui nous paraissaient être quelque chose de quand même précieux. C'est au moment où ils ont fait un pacte, j'allais dire un contrat, avec Kellogg's. Et donc sur la boîte, là, la promo, c'était appelez ce numéro vert et vous aurez en ligne une diététicienne qui pourra vous donner des conseils pour rentrer dans votre maillot avant l'été. Et là, on a dit, on s'est regardé avec les filles, on dit, hors de question, nous on donnera aucun conseil diététique par téléphone. C'est niette. Donc voilà, je me retrouve ici à Marsanet. Et pour la première fois de ma vie, et ça c'est précieux et j'en ai conscience, j'arrive à faire un boulot, un métier, formatrice en restauration collective, qui a du sens. J'arrive à mettre toutes mes convictions dans l'action. Donc là, je me dis que c'est vraiment un beau cadeau. Ouais. Et moi, 3 ans se sont écoulés depuis 2017. Donc j'ai fini mon master à Sciences Po en politique publique, innovation sociale. Bon, ils savent même pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait bien quoi. Et puis, un peu par hasard, je me suis retrouvé à travailler à l'Agence française de développement, l'AFD. En fait, c'est une grande institution publique qui fait des projets de développement international. Donc en gros, c'est des millions, des milliards d'euros dans des projets de ponts, de routes dans les pays du Sud, quoi. Bon, c'est intéressant, enfin, j'ai appris plein de choses. Je découvrais la vie dans une institution, comment ça fonctionne, etc. Je rencontre des gens sympathiques, je me lie d'amitié avec des personnes. Voilà, c'est une expérience enrichissante. Mais bon, clairement, c'était pas les valeurs et les convictions qui me portaient dans ce truc, hein. Je parlais aux différentes personnes autour de moi, même des membres du comité exécutif, tout ça. Il n'y en a aucun qui croyait à ce qu'il faisait.
le décalage entre ce qui est écrit sur le site, de bah oui, on sauve le monde, voilà, on dépollue, on construit des écoles, tout ça, et puis la réalité derrière, dit par les personnes eux-mêmes dans la gouvernance, bah, y a un gros fossé, quoi. Et donc, 1 an s'est passé, et puis mon contrat se terminait. Il fallait quelques mois avant qu'il soit renouvelé. Puis mon bail de location aussi à Paris. Et donc, je me suis dit un peu par instinct, bon, bah, retour aux sources, quoi. Rentre chez toi, dans ta ferme bio. Donc, je suis rentré. J'avais pas de plan. Voilà, j'étais là. Puis là, il y a mon père qui me dit ah, bah, tu sais, là, au collectif, les pieds dans le plat, ouais, ce serait bien que tu nous aides un peu. On a besoin d'un petit coup de pouce, là, pour se structurer et tout ça. Bon, moi, je fais bah ouais, pourquoi pas, allez, j'ai pas grand-chose à faire. Je vais y aller, quoi. Et donc, là, j'ai commencé à travailler avec ces personnes-là, donc à les rencontrer vraiment, à parler avec eux, voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et donc là, à ma surprise, j'ai compris en fait l'intérêt, la portée politique de cette action, de mettre du bio dans les cantines. Alors c'est pas juste du bio, hein. On ne vous parle pas du bio Leclerc, bio industriel, bio qui vient de je sais pas où, non, du bio, quoi, du vrai bio. Et donc j'ai compris la portée politique de ça. Alors moi qui pensais que c'était des gens de terrain qui étaient là, qui faisaient des trucs, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, en fait, voilà, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est toi qui n'avais pas compris du tout, en fait. C'était juste que je ne m'y étais pas intéressé, quoi. C'est ça, le mépris de classe. Et donc, ben, à ma grande surprise, je me suis passionné, en fait, pour le sujet. Et puis ces gens, je les ai trouvés super, quoi. C'est des militants. Bien sûr, ils n'ont pas le langage, les codes culturels pour défendre ce qu'ils font politiquement. Ce que moi, j'avais appris. Donc, ils n'ont pas l'argument précis, la précision intellectuelle et les mots pour parler de ce qu'on fait, etc., pour le défendre devant les élus, pour le défendre devant les grandes institutions, etc. Mais bah, eux, ils font les choses, ils le font très bien, et ils savent ce qu'ils font. C'est pas parce qu'on n'a pas les mots pour le dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc, ben, je me suis mis à vraiment m'engager, quoi. Et puis depuis, bah, ça ne m'a pas lâché. Ça fait 3 ans maintenant. Puis on m'a reproposé des contrats à l'AFD et tout. Je me suis même pas posé la question, que je dis ah non, mais ça m'intéresse pas. Là, je sens ce que je fais, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Et donc là, je suis vraiment devenu un membre du collectif Les Pieds dans le Plat. Alors, faites pas trop attention à ça. C'est les copains du collectif qui ont écrit ça quand on a commandé les vestes. Ils voulaient faire une blague. Ils ont écrit The Boss et du coup, moi j'ai rajouté The Bosser. On n'avait pas l'intention de mettre ça. Mais ouais, on est une association de militants. Bon, alors, moi, je suis le genre de militant un peu bisounours, quand même. Bah ouais, parce que moi, je perds pas espoir que le monde, il est gentil, quoi. Non, en fait, je suis une militante, mais je suis pas vraiment en colère. Bah, je suis pas en colère parce que faut pas être en colère, c'est pas bien d'être en colère. Bah non, c'est pas bien. Moi, je l'ai appris très tôt parce que, en fait, la première colère que j'ai fait, j'étais pas grand. Hein. Bah, j'ai pris une fessée. Voilà. C'était pas une grosse fessée, hein. Puis elle était peut-être méritée. Mais en tout cas, moi, j'ai associé la colère à tu prends une fessée, donc. Puis après, j'ai fait une deuxième colère à l'adolescence. Et là, on m'a dit c'est quoi? Tu fais une crise d'hystérie? C'est quoi ton truc là? Tu sais ce qu'on en fait des hystériques? Hein? On les enferme dans un hôpital psychiatrique. Ah oui. Ah oui, mais en fait, mes parents, ils sont tous les deux infirmiers psychiatriques. Donc, bah forcément, chez moi, ça a résonné bizarre. Voilà, donc je suis pas en colère. Je suis pas en colère, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'énervent, quoi. 2-3. Donc c'est de ça qu'on va vous parler, en fait, de ces 2-3 trucs qui nous énervent, alors spécifiquement dans la restauration collective. On va recentrer un peu le truc, hein, parce que si on parle de tous les trucs qui nous énervent... Donc...
Voilà. Et puis, on va vous parler aussi des solutions qu'on a trouvées, des trucs qu'on a expérimentés sur le terrain. Voilà, de ce qu'on a fait, nous, avec le collectif Les Pieds dans le Plat, sur le terrain. Et puis, on vous parlera aussi de peut-être ce qu'on projette, parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin aussi, encore. Donc, ce dont on va vous parler, c'est l'alimentation collective, durable et responsable, dans sa dimension d'intelligence collective, pour associer tous les acteurs en concertation et les amener dans une logique de transition écologique tout en préservant la compétitivité des territoires. Voilà. Non, je déconne, hein, bien sûr, vous avez compris. Je crois que vous avez été désintoxifié à la langue de bois ici, plutôt, j'ai l'impression. Non, on va parler de la cantine comme lieu de lutte. De comment, en fait, la cantine, c'est un service public essentiel à préserver, à améliorer, à mettre au service d'une agriculture paysanne qui préserve le sol, la biodiversité, préserver les métiers aussi. En fait, comment la cantine, c'est un cheval de Troie politique génial pour faire la révolution délicieuse. Attention, attention, petit instant théâtre. Je suis Lysandre. Lysandre. Dans Les Femmes savantes de la pièce de Molière. Je me nourris de bonne soupe et non de beau langage. On va la faire du coup. Alors, c'est la journée des problèmes techniques. Attends. Non, ça marche pas. Ouais, c'est pas grave. Ça, je quand même. Alors, donc on va faire un bouillon. Donc on va mettre de l'eau. Alors, comme on est un peu limité en gaz, bon, mais voilà, mais ça va le faire. Et ben du coup, on a fait préchauffer dans une bouilloire, voilà. Alors c'est pas comme ça, pas comme ça. Bon, c'est en mode camping, hein. Restoko, c'est pas comme ça. Voilà, c'est ça, il faut une femme pour faire ça. Ouais. J'y connais rien, moi j'ai fait Sciences Po, je peux faire. Bon alors, qu'est-ce qu'on met dans une soupe? Alors, mais qu'est-ce qu'on... Alors, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah. Ah oui, non, pardon. Bon, on va faire un bouillon. Ah oui. Ah oui. On va faire un bouillon, donc... Bah c'est ça, non? Un bouillon. Bah si, c'est de l'eau avec un truc dedans, quoi. Non? Ok. Ingrédients. Sel iodé, fécule de pomme de terre, sucre, beurre de karité, arôme, blé, sel, volaille 3%, graisse de poulet, extrait de poulet 0,8%, extrait végétal aminé, blé, curcuma, carotte, persil, extrait de céleri rave et d'ail, antioxydant, extrait de romarin. Bon, désolé, ça on peut pas, c'est contraire à notre religion. Donc on va faire un vrai bouillon en fait, fait maison. Alors dans un bouillon, qu'est-ce qu'on met dans un bouillon? Vous avez une petite idée? Des aromates. Ouais, des aromates. Alors on en a cueilli un petit bouquet. Bon, il n'y a pas que des aromates, hein, mais on l'a pris à la convergence tout à l'heure. On a mis aussi les fans des légumes hein, que voilà, il nous restait. Ça ne peut pas rentrer dans la casserole le truc. Attends, je vais couper un peu. Ouais. Et on peut mettre aussi on peut mettre des bouts des épluchures de légumes ou des bouts de, vous voyez là, des bouts de ce qu'on n'a pas coupé, du fenouil ou quoi, ou tout ce qui est un peu vert et qui reste, on met dedans quoi, ça donne du goût. On peut mettre aussi du gingembre, du curcuma, tous ces trucs qui ont du goût, vous voyez. Enfin, tout ça, ça va aller dans l'eau et après on va filtrer. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Là, je mets de l'ail aussi. De l'ail. Bon, on met un peu de nos racines en fait dans tout ça. Hein. Le reste, c'est toi. Hein. Ouais. Alors, on peut mettre des champignons. Les champignons, ça c'est génial. Je
sais pas si vous connaissez les champignons. En fait, c'est... Non, non, rigolez pas, rigolez pas. En fait, les champignons, est-ce que vous saviez que les champignons, c'est ni un végétal, ni un animal? En fait, c'est les ancêtres du vivant, quoi. Ils ont existé sur Terre bien avant les végétaux, des millions d'années avant. Et en fait, du coup, on ne sait pas trop où les classifier. Enfin, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas sur les champignons. Il y a même des gens qui pensent que les champignons, ça peut sauver le monde. Pour ceux que ça intéresse, Paul Stamets. Allez, on met ça dedans. Ouais, dernier ingrédient. Puis, oui, c'est du shiitake, ça. Alors, le shiitake, c'est un champignon d'origine japonaise à la base. Moi, je suis à moitié japonaise, en fait. Ma mère était japonaise. Et puis, du coup, j'étais japonais et j'ai grandi pas avec une tétine en plastique dans la bouche, mais avec un bout d'algue comme ça. Voilà, c'était ça, ma tétine, en fait. Ouais, je vous le déconseille, hein, c'est pas très bon. Ok. Puis ça, les fans et tout. Ah oui, tu vois. Ouais, tu peux mettre dedans. Ok, alors, ben, en fait, ça, c'est le premier acte qu'on pose quand on arrive en formation avec nos cuisiniers. Quand on fait des formations en binôme avec Philippe, donc, qui est le père de Joey, qui est cuisinier, et moi, nutritionniste, donc en fait, on est toujours en binôme, parce qu'on articule vraiment ces deux disciplines-là. Bah, la première chose qu'on fait, quand on arrive en cuisine, on passe beaucoup de temps en cuisine avec les cuisiniers, parce qu'on ne va pas leur mettre des PowerPoint pendant voilà, toute la journée, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on va en cuisine, et puis on fait ensemble, et puis voilà, puis, de façon aléatoire, quand il y a des questions, des trucs, ben, voilà, on y répond. La première chose qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avant de commencer? Le bouillon. C'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que le bouillon, eh ben, on va s'en servir pour tout. On va s'en servir pour faire la soupe, ouais, pourquoi pas. On va s'en servir pour faire cuire le riz, on va s'en servir voilà, pour tout ça. Et puis aussi, on leur dit, ça c'est un vrai acte de résistance. Résister, quoi. On ne peut pas se soumettre à ça. Dans nos cuisines, ça, c'est vraiment le symbole de l'infiltration des produits ultra transformés dans les cantines. Et ça, on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus dans nos cantines. Le métier de cuisinier, ça commence par ça, donner du goût, remettre du goût, mais du goût naturel, quoi. Pas du goût chimique, de synthèse, truc. Donc on reprend le pouvoir comme ça. En tout cas, on ouvre cette possibilité aux cuisiniers de reprendre le pouvoir dans leur cantine. Et ça, c'en est un symbole, le bouillon. Ouais. Et dans le bouillon, on n'a pas dit aussi, mais on peut aussi mettre des carcasses de viande. Ça se fait, ça. Des pâtes de poule ou des... Bah, le poulet, quand on fait du poulet rôti entier dans les cantines. On n'achète pas des sachets de 150 manchons de poulet là, congelés. Non, on achète des vrais poulets, puis on les découpe. Et du coup, on le décline en 4 recettes, quoi. Au début, on fait des pièces de poulet, après on fait des nuggets, après on met la carcasse dans un bouillon, etc. Alors nous, la viande, on est des viandards aussi, nous. On n'est pas des végés, véganes, là, vous inquiétez pas. Hein. Puis les parents d'élèves, faut pas qu'ils s'inquiètent. Hein. Mais par contre, quand on utilise de la viande, on le valorise dans son intégralité. Un animal, quand on le tue, on le valorise dans son intégralité. En fait, c'est de la cuisine de grand-mère, quoi. Enfin, c'est comme faisaient nos grands-parents, en fait. Quand on tuait un animal, on utilisait tout. Tout. Même le sang. Voilà, c'est ça qu'on fait. Parce que, bah, juste un mot, parce que les véganes et tout, maintenant, on en parle tout le temps. Moi, j'ai rien contre les véganes, je pense même que c'est l'avenir. Vraiment, c'est l'avenir. Mais par contre, nous, quand il y a des associations véganes, végétariennes, qui viennent nous dire ah, mais vous voulez travailler avec nous pour les cantines, on veut que tout soit vegan. Donc, du coup, on va mettre des galettes végé, véganes, industrielles, Andros, pour servir aux enfants. On se dit, bah, enfin, ouais, on n'est pas exactement sur le même plan, quoi. Bon, peut-être qu'on vous en dise un petit mot du bio, quoi, parce que tout à l'heure, on a parlé du vrai bio, donc il faudrait peut-être repréciser un petit peu le truc, quoi. Bon, alors, quand on arrive en formation, alors ça fait presque 15 ans que je fais ça, quand même. Et les premiers temps, le bio, ils connaissaient pas, les gens. Alors, on passait 2 heures à leur expliquer que c'est quoi le bio, c'est un cahier des charges, c'est pas de produits chimiques de synthèse, ni dans les champs, ni à la transformation des produits, pas d'OGM. Voilà, puis respect du bien-être animal. Voilà, c'est les socles.
Bon, une fois que tu as dit ça, un contrôle, un peu plus d'un contrôle par an, par un organisme certifié, indépendant. Voilà. Enfin, on passait 2 heures quand même à leur dire oui, alors le truc. Oui, mais si le champ d'à côté il traite, eh ben, du coup ça va aller sur le champ qui est pas bio, et puis bah, le champ il est plus bio. Oui, mais bah, du coup, si il y a de la pollution dans la pluie et que ça tombe sur le champ bio, eh ben, le champ il est plus bio. Donc voilà, donc on passait beaucoup de temps à expliquer que bah oui, il pouvait y avoir des pollutions extérieures, mais que dans tous les cas, il y avait des prélèvements dans le sol et que bah, si vraiment les prélèvements n'étaient pas bons, bah, c'était déclassé et puis ça passait pas en bio. Donc voilà, on passait beaucoup de temps à faire ça. Il y a une deuxième phase où tout le monde voulait être bio. Donc c'est la phase du greenwashing. Alors là, tout le monde voulait être bio parce que c'était à la mode et tout, et machin, et donc c'était bien d'être bio. Donc on a eu du bio Leclerc, du bio Monsanto même, industriel, on va ouais, voir bientôt, un hein, bio, Bio je Monsanto, pense. ça va sortir bientôt, je pense. Ouais. Et puis là, on est dans une troisième phase où en fait les gens ont complètement perdu confiance en le bio. Parce qu'en fait, le bio, il a été récupéré. Ce mot-là, comme d'autres, a été récupéré et détourné de son vrai sens. Et là, on est sur du green bashing. Voilà. Et donc, on n'a plus confiance dans le bio. Et de toute façon, voilà, si c'est pour que ce soit du bio qui vienne d'ailleurs, des milliers de kilomètres, machin, voilà. Donc, en fait, ils n'ont plus confiance. Mais ils ont raison, en fait, parce qu'il y a une confusion totale. Nous, on parle du vrai bio. Quoi, vous dire ce que c'est, le vrai bio. Ouais. Le vrai bio, c'est un état d'esprit. Et quand le patron de Syngenta, qui est une des entreprises leaders du marché de la chimie, de l'agro-industrie, là, bah, ils se sont servis de l'opportunité de l'Ukraine, la guerre, pour dire « Ah, il faut produire plus, plus, plus. Donc, en fait, il faut arrêter la bio. Supprimons la bio. » En fait, tout ça, évidemment, c'est un combat, c'est un rapport de force politique. La bio, à la base, c'est mener un rapport de force collectivement dans le monde agricole et représentons collectivement des pratiques qui sont respectueuses du sol, de l'eau, du vivant, de la rémunération des agriculteurs. Alors, c'est pas parfait, hein, mais au moins, il y a un cahier des charges, c'est contrôlé, il y a des gens, il y a des contrôles, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, des labels qui sortent là, à l'appel. Le truc qui est sorti il y a quelques années, c'est haute valeur environnementale, HVE. Bon, déjà, quand ça s'appelle comme ça, tu te dis, ça pue, quoi. En fait, c'est un truc pour dire, non mais nous, on n'est pas des radicaux, quoi. On utilise de manière raisonnée les pesticides. Mais bon, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Enfin, bon, voilà. En fait, dans l'idéal, on aimerait que la bio, il n'y ait pas besoin d'un label, quoi, que ce soit la norme, en fait. Et c'est ceux où il y ait des pesticides dessus que ce soit écrit attention, contient des pesticides. Mais bon, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc la vraie bio, c'est quoi? Pour nous, la bio, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que le paysan bio, quand il cultive ses légumes bio, c'est pas juste il lit le cahier des charges et puis il fait comme ça. Non, il l'insère dans une compréhension globale de la vie, en fait. Parce que lui, quand il met des produits chimiques qui ont été faits par des entreprises qui ont d'ailleurs servi pour l'industrie de l'armement, hein, la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, le Zyklon B, tout ça, c'est les mêmes entreprises qui font des pesticides. Il se dit, non, je ne veux pas mettre ça sur les produits que je vends ensuite à mes clients. Puis en plus, ça va dans la rivière et puis les poissons, ils flottent. Enfin, non, non, ça, c'est pas bon, quoi. Je ne veux pas faire ça. Donc en fait, c'est un état d'esprit. Et ensuite, quand il va au marché et qu'il propose ses légumes, il le vend aussi dans un état d'esprit, quoi. C'est pas en mode marketing, machin. Enfin, non, on crée un lien avec le consommateur, etc. Puis le consommateur bio, c'est pareil, il achète dans un état d'esprit. C'est comme ça qu'on entend la bio. Voilà. Alors ça, c'est une façon de voir. On s'est mis d'accord entre militants fondateurs de la bio, et puis d'autres personnes aussi, comme Olivier Rollinger. Alors lui, il se nomme compositeur d'épices à Cancale, pas loin. Puis c'est un chef triplement étoilé. Mais il a rendu ses étoiles, lui. Parce qu'il s'est rendu compte que ce truc-là, qui a la plus grande toque, et puis la médaille, et puis les machins, c'est pas ça qu'on veut valoriser, quoi. Puis il s'est rendu compte aussi que quand on lui donnait ses prix, tout ça, parce qu'il est connu internationalement, parce qu'il voilà, c'est l'élite de la cuisine, quoi. Après, on lui demandait de faire des cérémonies
on lui donnait les prix. Et puis juste avant de monter sur scène, on lui demandait, tiens, mets cette veste-là. Et puis sur la scène, c'était écrit métro, Intermarché ou je sais pas quoi. Métro, c'est le gros fournisseur industriel, en gros, de l'alimentation. Donc il s'est dit, non mais là, c'est bon, quoi. Et donc maintenant, c'est le parrain du collectif Les Pieds dans le Plat. En fait, comme il nous dit, c'est notre micro, quoi. Parce que lui, quand il va quelque part, les médias, ils viennent et puis les gens, ils l'écoutent parce que il a réussi dans le monde du business, en fait. Donc, il a un certain crédit, quoi. On vient de restauration collective. À votre avis, alors, c'est quoi les restaurations collectives? Parce qu'il n'y a pas que les cantines, hein, où est-ce qu'on trouve des restaurations collectives? L'hôpital, ouais. Ouais. Les entreprises, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, c'est proche de l'hôpital, du coup, EHPAD. Ouais. Quoi? Les IME, ouais. Centres médico-sociaux. L'armée, bah ouais, exact. Un gros secteur en restauration collective, l'armée. Ouais. Et puis, le scolaire, quoi. Hein, voilà. Ouais. Alors, en fonction de là où on se situe, hein, dans le milieu scolaire, en fait, c'est pas les mêmes personnes qui vont décider, qui vont régir ça. En restauration scolaire, si c'est une cantine pour les élémentaires et les primaires, ça va être la municipalité. Si c'est du collège, ça va être le département. Et si c'est les lycées, c'est la région. Mais ça change tout aussi. Et puis après, on a tout un tas de gens qui font ça de façon privée. Ouais. Gestion concédée. Mais oui, parce qu'en fait, la restauration collective, il faut se rendre compte, c'est pas un petit truc, quoi. C'est un gros truc, la restauration collective. C'est 20 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est 3 milliards de repas par an. Et c'est le 5e secteur d'emploi en France. C'est énorme comme truc. Alors forcément, à la base, c'est autogéré. Hein. Donc c'est le public, le département, la région qui gèrent eux-mêmes leur restauration, ou l'armée lui-même, etc. Ou pour l'entreprise, les grandes industries, les usines, elles gèrent eux-mêmes la restauration. Mais bon, un gros marché comme ça, forcément, à un moment, il y en a, ils s'intéressent et se disent, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Alors c'était dans les années 60, 1957, c'est la naissance de la première société de restauration collective. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Borel. Il a fait HEC, hautes études culinaires. Non, hautes études commerciales. Et puis en fait, il allait regarder ce qui se faisait aux États-Unis. Et puis c'était l'époque où les chaînes de fast-food, ça se développait, quoi. Donc en fait, c'était des ingénieurs, tout ça, avec des intentions surtout commerciales, qui se sont dit, on va rationaliser le système. C'est une logique gestionnaire, hein, tout simplement, de dire, ok, donc la production alimentaire, on peut faire comme ça, on peut sectionner en fait telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et dans les fast-food, il n'y a pas besoin de cuisinier. Là, il y en a un qui assemble ça, qui assemble ça, qui assemble ça. Et il s'est dit, ah, mais c'est super ça, on va essayer de l'appliquer en France. Et donc, il a monté une société de restauration collective. Puis 2 ans après, 1959, là, c'était la première délégation de services publics de restauration collective. C'est-à-dire que la restauration collective n'est plus autogérée par la collectivité publique, mais c'est une société privée donc, qui s'occupe de tout, quoi, qui propose une offre clairement. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que il y a l'histoire de tel endroit où ça a été privatisé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la grande histoire politique dans laquelle ça s'insère. C'est que, en réalité, dans tout ça, c'est l'œuvre du capitalisme néolibéral, de la privatisation des services publics et d'une logique, le taylorisme, on appelle ça. On va sectionner les tâches et puis en faire une production industrielle, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à pénétrer le marché, ils appellent ça. Bon, alors, c'est pas dans le sens c'est agréable et tout, hein, non, c'est plutôt pénétrer le service public, quoi, simplement. Alors, ça a commencé petit à petit, et puis là, voilà, c'est un marché, donc ils jouent le jeu du marché, hein, ils veulent étendre leur pouvoir sur ce marché. C'est plutôt dans le secteur de la restauration collective d'entreprise qu'ils ont vraiment bien réussi. Là, il a été pénétré à 70%. Bon. Après, ils se sont dit, l'hôpital, on va le faire aussi un peu.
L'armée, ils n'ont pas trop réussi ça. L'armée, ils préfèrent garder leur gestion, c'est stratégique et tout. Et puis le scolaire, bah, ça marchait pas trop. Ils ont essayé, mais ils savaient pas trop comment faire. Parce que les Français étaient plutôt attachés, en fait. Ouais, la cuisine, on le fait nous-mêmes et tout. On veut pas de ces trucs fast-food, là. Il y avait une résistance, hein. Dans les années 60, ils ont essayé, les chaînes, McDo et tout. Mais ça prenait pas, quoi. Culturellement, ça prenait pas. Bon, depuis, ils ont réussi, hein. En même temps, ils ont des armes très fortes, hein. La pub et tout, là, tous ces trucs. Et donc, ils ont quand même réussi à pénétrer le marché de la restauration collective scolaire, notamment avec les cuisines centrales. Alors, les cuisines centrales, en gros, c'est quoi? C'est plus la cuisine sur place dans la petite école, là, le petit collège, avec un cuisinier dans chaque qui fait ses commandes. Hein. Non, c'est sur un territoire, fini tous ces petits cuisiniers qui cuisinent pour 30, 40 élèves. Là. Non, on va tout centraliser, on fait une grosse usine à bouffe qui va délivrer les repas un peu partout. Quoi. Évidemment, c'est parce que bah, c'est plus simple, ça va vous coûter moins cher. Et puis, vous n'aurez plus de problème de gérer du personnel là, quand il y en a un qui ne se pointe pas et qu'il faut remplacer et tout ça. Quoi. Non, non, tout ça, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et puis, surtout, les normes d'hygiène. Parce que les normes d'hygiène, ça se développe et tout. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, les collectivités, pour gérer ça, pour être aux normes et tout, c'est la galère. Quoi. Alors, du coup, les sociétés disent non, mais nous, on est aux normes. C'est bon. Donc, c'est plus simple. Quoi. On y va? Je t'emmène, tu viens avec moi? Ok, ok. Bah, si. Faut mettre ça. Ouais. Excusez-moi. Marie. Mais où est-ce que tu m'emmènes là? Bah, la cuisine centrale. Ah, ah oui. Je croyais qu'on allait dans un laboratoire de chimie. Alors, on va dans une cuisine centrale, en fait, 3000 repas jour. Donc, ça dessert, en fait, l'hôpital de Coutances de Saint-Lô et puis aussi un peu le scolaire. Alors, on va se mettre tout dans le fond, là. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse la marche en avant, et donc on va marcher en avant. Alors, on arrive donc à la marche en avant, il faut que je vous explique tout ce qu'est. En fait, la marche en avant, le principe, c'est que le produit, quand il arrive, il ne doit jamais revenir en arrière. Donc, il faut toujours marcher en avant. S'il revient en arrière ou qu'il croise, ben, il y a un risque. Donc ça, c'est un risque sanitaire. C'est ça. On arrive. Quai de déchargement. Donc, bah, voilà, techniquement, en fait, il y a un gars, il est là, bah, il prend les cartons dans le camion et puis il les décharge sur le quai de déchargement. Bonjour monsieur, vous êtes cuisinier. Alors, on rentre. Waouh, c'est blanc, hein. C'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Il y a un long couloir. Et puis des pièces qui s'enchaînent. Première pièce, donc la pièce de décartonnage. Alors techniquement, c'est quoi? En fait, bah, le gars, il est là, et puis bah, il a reçu les cartons qui sont sur le quai de déchargement, puis bah, il décartonne. Et puis il range. Bonjour monsieur, vous êtes cuisinier. Troisième pièce, donc on est dans la pièce de déconditionnement. Alors les produits qui ont été stockés et décartonnés, bah, maintenant il faut les déconditionner. Donc là, techniquement, bah, en fait, il y a un gars, il est là, et donc ce jour-là, en fait, c'est au menu, œufs, épinards. Et donc, il a reçu des poches d'œufs emballées individuellement en plastique. Et donc, bah, il les enlève des poches. Alors, c'est pré-cuit, hein, les œufs, parce qu'en fait, dans les cuisines centrales, bon, c'est un petit bordel quand même de pouvoir cuire 3000 œufs et de les écaler quand même. Faut pas, voilà. Et puis surtout, bah, les œufs, c'est vachement dangereux. Parce qu'il y a des salmonelles dessus. Vous savez d'où ça sort, les œufs, quoi. Bah, c'est vachement dangereux dans une cuisine centrale. Parce qu'il y a des règles d'hygiène. Donc il est là, et puis là, il enlève ses œufs, et donc il les déconditionne. Bonjour monsieur, vous êtes cuisinier.
Point suivant, on arrive au point chaud. Le point chaud, c'est là où on cuisine. Bon, en fait, en réalité, ils assemblent. Ils assemblent les œufs qui sont cuits durs, les épinards qui sont surgelés, et puis pour la sauce, bah, ils vont prendre une poudre, et puis ils vont la réhydrater. Ils font ce qu'ils peuvent, les gars, pour que ce soit bon. Enfin, Bonjour monsieur, vous êtes cuisinier. pièce suivante, eh ben, on va refroidir, c'est la cellule de refroidissement, on va refroidir les plats qui ont été préparés, parce qu'en fait, ils ne seront pas consommés tout de suite, ils seront consommés dans 3 jours. Donc on va les refroidir dans des petites barquettes plastiques. C'est la cellule de refroidissement. Bonjour monsieur, vous êtes cuisinier. Pièce suivante, c'est la pièce d'allotissement. La pièce d'allotissement, c'est là où, en fait, où on va allotir, c'est-à-dire répartir les petites barquettes qui ont été préparées dans les lieux auxquels elles sont destinées, donc les cuisines satellites, en fait. Donc on va faire plusieurs, comme ça, allotissements de barquettes. Bonjour monsieur, vous êtes Une dernière pièce. Les barquettes, elles partent. Ça y est. Elles partent de la cuisine centrale et elles vont aller sur les cuisines satellites. Alors, on n'aura pas à l'étape suivante parce que nous, en fait, on est missionné pour faire le diagnostic du site de production. Mais après, il y a encore plein de choses, plein d'étapes qui se passent. Les barquettes, elles vont être réchauffées, elles vont être servies, elles vont être mangées, peut-être. Et puis, il y aura beaucoup de gaspillage aussi. Bon, bah voilà, hein, ça c'est la cuisine centrale. Alors, on ne dit pas que la cuisine centrale, c'est mal. On ne dit pas ça. Et puis on n'est pas contre l'hygiène non plus. Non. Non, mais tout ça, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que les cuisines centrales, il y en a aussi des très bien. Il y en a. Je vous cite un exemple. On n'a pas de parti pris. Hein. Le responsable de la cuisine centrale, c'est Jean-Jacques. C'est un des membres fondateurs du collectif Les Pieds dans le Plat. Et donc, lui, il a réussi à passer sa cuisine centrale, c'est pour les scolaires, 1500 repas jour en 100% bio. Effet maison et local de saison, tout ça. Ouais, il travaille 2 maraîchers qui sont juste à côté de la cuisine centrale, il travaille que pour lui en fait. Donc, super, 100% bio. Mais il y a une limite à ça quand même. La limite, en fait, c'est la rupture du lien. Parce que quand, en fait, les plats, ils sont chargés dans les camions, et là, en fait, le lien, il est coupé. Il est coupé parce que la personne qui transporte les repas, c'est pas la personne qui a cuisiné. La personne qui sert les repas, c'est pas la personne qui a cuisiné. Donc ça entraîne une double frustration. La frustration du cuisinier, parce qu'il ne voit pas en fait le gamin qui va manger son plat. Et c'est ça sa récompense. Sa vraie récompense, c'est ça. C'est de voir le gamin qui mange son plat et qui se régale, qui dit « Oh, c'était vachement bon Jean-Jacques aujourd'hui, ton truc !» Ça, il l'aura pas. Et puis, la deuxième frustration, c'est la frustration de l'élève. Là, j'ai pas trop confiance. Hein. C'est qui a cuisiné? Il met pas de visage. Donc, pas de confiance. Et puis le résultat, c'est quoi? Dans la cuisine centrale, il travaille dessus, Jean-Jacques. Il essaie de réduire ça, mais c'est le gaspillage alimentaire. Quand il a fait son diagnostic, en tout départ, il était à 40% de gaspillage alimentaire. Bah ouais, quand tout est 100% fait bio, maison, local, machin, que t'as cuisiné avec ton cœur, gaspiller 40%. Oui, parce qu'en fait, l'alimentation, c'est quelque chose de très intime pour quelqu'un, pour un humain. C'est quelque chose qu'on met à l'intérieur de nous quand même, ça nous constitue. Donc c'est important le lien, d'où ça vient, les histoires que ça a, qu'est-ce que ça implique autour, etc. Il ne s'agit pas de remplir des ventres. C'est pas ça, de dire ok là il y a tant de nutriments, ok c'est bon, on a rempli les ventres. En fait, nous on parle de nourrir. C'est quoi nourrir? Nourrir, c'est pas remplir des ventres. C'est prolonger la vie de l'autre. Et alors le coût que ça a de couper le lien entre le cuisinier et le mangeur, ça rentre pas dans les business plans et machin. C'est pas calculé ça, évidemment. Quand on nous dit une cuisine centrale, ça coûte moins cher. Le lien humain, tout ça, ça rentre pas dans les comptes, ça. Pourtant, c'est bien réel. Et le coût social, le coût environnemental, le coût humain, en fait, de tout ça, il est écrit nulle part, quoi. Donc en réalité, une cuisine centrale,
c'est pas moins cher. Ouais. Deuxième problème de la cuisine centrale, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'est pas contre l'hygiène. Bah ouais, on n'est pas contre l'hygiène, bah c'est quand même... voilà, si on veut manger propre quand même. Non, nous, on est contre l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est quoi? C'est toutes ces procédures, là, ces protocoles qu'on nous rajoute sur nos cuisiniers, qui ont été pensés, alors très très bien, pour l'industrie agroalimentaire, voilà, où il y a vraiment, ouais, peut-être des risques énormes. Mais quand c'est calqué sur une petite cantine de 40 gamins, quoi. Bah ouais, mais en fait, c'est le même pavé, hein, c'est le même truc hein, qu'on leur demande. On leur demande un plan de maîtrise sanitaire. On leur demande de justifier de chacun des points, risques, critiques, et de trouver des solutions. En cas de problème, c'est eux qui vont être responsables. Alors on dit, bah oui, mais c'est juste voilà, des contrôles, et puis ben, si vous justifiez du protocole, ben voilà, vous ne serez pas inquiétés. Bah ouais, mais en attendant, ça met quand même une épée de Damoclès quoi, sur le cuisine. Et puis parmi toutes ces procédures, là, ces protocoles qui les empêchent en fait finalement de se concentrer sur l'essentiel, de nourrir les gamins, voilà. Et ben il y a d'autres trucs qu'on leur rajoute. Alors les recommandations nutritionnelles. Enfin, quand ils me voient arriver, moi, formatrice en nutrition, ils se disent oh, on va encore nous parler du GMRCN là. GMRCN. GMRCN, c'est un guide méthodologique. Pareil, hein, voilà, c'est bon, 50 pages. Et donc le guide méthodo, là, en fait, ça comprend toutes les recommandations nutritionnelles qui sont issues du plan national nutrition santé, donc le manger bouger, là, le truc 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers. Vous en connaissez d'autres? Ne mangez pas trop. Ouais. Sont nos amis pour la vie. Alors ça, c'est pas une recommandation nutritionnelle vraiment, mais ouais. Mais tu vois un peu la confusion. Ça, c'est par les lobbies du lait, en fait, c'est le CIDI, là. Bon, alors, finalement, en fait, t'as pas tout à fait tort. Parce que, en fait, le GMRCN, donc ça veut dire Groupe d'études des marchés de restauration collective en nutrition, et ben en fait, qui compose ce groupe? Les lobbies du lait, ceux-là, ceux qui ont fait ce slogan-là. Les lobbies de la viande, les lobbies du sucre, les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Il y a un représentant par-ci par-là d'un ministère, mais bizarrement jamais celui du ministère de la Santé. Donc, bah voilà, vous aurez compris, c'est que en fait, les personnes qui écrivent ce guide-là, ben en fait, ils n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. C'est pas des cuisiniers, il n'y a pas de techniciens là-dedans. Ben, comment on sait ça? C'est parce qu'en fait, on a un agent infiltré chez nous. Valérie. Valérie, bah, c'est un des membres fondateurs aussi à l'idée diététicienne, membre fondateur du collectif. Et donc, je suis en train de préparer ma conf et je fais dis donc Valérie, toi, tu y as siégé au GMRCN. Tu peux me raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce que tu as vu, quoi? Elle me dit ah ouais. Ah ouais. Dur pour Valérie. Expérience très difficile. Bon, alors on est resté 1h30 au téléphone, donc je vais vous le résumer en tout petit, hein, parce que... Voilà. Qu'est-ce qu'elle y a vu? Premier truc qui l'a un peu choquée, elle arrive, c'est les locaux de Bercy. Locaux de Bercy, donc bah, voilà, c'est le ministère de l'économie et des finances, quoi. Et donc là, ça fait un peu un bug dans sa tête, elle se dit je vais aller parler nutrition dans les locaux de Bercy. Bizarre. Bon, en même temps, on se dit c'est normal parce que c'est un groupe d'études des marchés de restauration collective, donc d'études des marchés, bon, voilà, dit, ouais, ça doit être ça. Et elle s'attend en fait à avoir bah, des gens du ministère de la Santé, des techniciens, tout ça, et donc voilà, comme il n'y a pas tout ça, il n'y a que des lobbies qui sont là. Le deuxième truc, c'est que ben il y a des points comme ça. Alors personne ne la présente hein, parce que en fait tout le monde se connaît là-dedans, hein. D'accord? Oui, parce qu'ils se voient souvent en fait. Elle arrive là parce qu'elle est missionnée par la FNAB, la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, et donc ben voilà, elle y va pour ça. Elle y va pour travailler sur des fiches additionnelles sur les produits laitiers et sur les plats végétariens. Et donc, je prends juste un petit exemple de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vu sur les produits laitiers. Juste pour vous montrer un petit exemple de ce qu'elle a vu, qu'elle me raconte. Les lobbies du lait, et l'ensemble des lobbies là, sont vraiment insistants sur le fait de faire sauter un mot.
dans un paragraphe, le mot laitier accolé à calcium. Calcium laitier. Alors là, elle comprend pas très bien. Elle se dit, c'est quand même bizarre. C'est des produits, c'est des lobbies du lait, donc ils seraient plutôt fiers que le calcium vienne du lait et que ce soit un calcium laitier. Eh ben non. Ils insistent, ils insistent et insistent jusqu'à ce que ce laitier-là soit enlevé. Pour que les produits laitiers puissent s'inscrire dans une catégorie plus de 150 mg de calcium. C'est tout, sans origine du calcium. Et là, en fait, elle comprend pourquoi ils font ça. Pourquoi? Parce que s'ils n'enlèvent pas le laitier, en fait, ils ne peuvent pas inclure dans cette catégorie-là les calciums d'autres origines, d'origine chimique, de synthèse. Ah ouais, les produits laitiers qui sont enrichis en calcium. Deuxième conséquence, c'est que en fait, qui va être capable de quantifier le calcium contenu dans son produit laitier? Ah ouais, nous, nos producteurs à la campagne, ils vont pas doser le calcium contenu dans leur fromage, dans leur yaourt, dans leur machin, ils peuvent pas faire ça. Donc voilà, donc elle comprend en fait à travers ce simple exemple-là que le GMRCN, non seulement c'est les lobbies qui décident, mais en plus clairement là, en fait, ils orientent le marché sur l'industrie agroalimentaire. Ah ouais. Deuxième conséquence, c'est la standardisation des goûts à travers ça. Et puis là où en fait elle est super déçue, c'est que en fait il n'y a aucun représentant du ministère de la Santé. Donc en fait ça désintéresse totalement la politique, les politiques de nutrition, ministère santé, tout ça. Donc, voilà. Désengagement total. Ouais. En fait, Valérie, là, du collectif, elle représentait des intérêts aussi. Et les intérêts de la bio, de l'état d'esprit de la bio. Donc en fait, c'était une des seules qui parlait de santé publique, en fait, de la santé des enfants. Bah oui, elle était nutritionniste, quoi. Je disais, bah oui, c'est normal. Mais en fait, non. C'est des intérêts économiques, de pouvoir, d'argent, avant tout, quoi. Mais comme dans tous les autres secteurs, hein, au fond, voilà, ce contre quoi on se bat, c'est un mode de production capitaliste associé à un mode de gouvernance qui est néolibéral. Voilà, donc c'est énorme, c'est une énorme machine, quoi. Et nous, on fait de la résistance, hein. On est tout petit, on en a transformé plein des cantines, et même des dizaines, et puis des collèges, et puis tout, des crèches, des EHPAD. Mais en fait, c'est le symbole qui est important, c'est la résistance politique, c'est la portée politique. Il faut bien qu'il y ait des gens qui résistent à cette machine-là, qui veut tout rationaliser, qui veut faire du profit avec tout. Donc on fait ça humblement. Et puis on intervient dans des espaces où ces intérêts sont représentés aussi. Parce qu'ils ne loupent pas une occasion. Hein. Ces lobbies du lait, de la viande, etc., ils savent où aller pour défendre les intérêts. 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien, quoi. Par exemple, on est allé à la fondation de l'Académie de médecine. On y est allé parce que Olivier Rollinger, notre parrain, nous a invités. Voilà. Donc on avait un temps de parole juste après la représentante de Sodexo. Alors nous on y va. Du coup, chez nous, la personne qui parle, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, c'est le président de la société coopérative qu'on a construite. Et c'est un cuisinier. Bah oui, ça fait sens, quoi. Pour parler de l'alimentation des enfants, qui de mieux que les cuisiniers, quoi. Il n'y a aucun cuisinier dans la salle à chaque fois dans ces trucs. Et puis moi, j'étais un peu le directeur de cabinet de mon président cuisinier, quoi. Je disais les mots-clés pour que ça, ça percute politiquement. Puis voilà, on raconte notre récit, en fait, hein, comme une conférence gesticulée, c'est raconter un récit, une histoire concrète, des exemples concrets, hein, des chiffres et tout ça. Hein, c'est pas des trucs, on espère que non, c'est concret, on l'a fait, on a des exemples. Et puis on fait ça aussi dans toutes ces instances, les PAT, alors il y en a plein en ce moment, c'est les PAT. C'est par là que passe l'argent public en ce moment pour l'alimentation. PAT, plan alimentaire territorial. Et donc les PAT, c'est dur de critiquer les PAT, parce que l'idée, elle est bien, évidemment. C'est on va se parler tous, là, tous les acteurs du territoire liés à l'alimentation. On va tous se parler, se réunir dans des grandes salles, et puis ce sera animé en intelligence collective et tout. Et puis chacun donne son avis de ce qu'il veut, et puis voilà, on va faire un plan d'action, et puis voilà, quoi. C'est dur d'être contre ça, quoi. Oui, c'est bien.
Puis surtout, ben, tout le monde est écouté, donc bah oui. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui sort de ça quand on concerte tout le monde et que bah, ceux qui représentent les intérêts des paysans bio, ils n'ont pas les mêmes compétences de verbe, d'éloquence, etc., que ceux qui représentent les lobbies du lait, qui sont bah, des professionnels en matière, en fait. Donc au final, qu'est-ce qui en sort de ça? Bah, rien qui change vraiment. Hein. Ça, c'était gagné. Enfin, c'était prévu, quoi. Mais bon, on est là, on porte une voix quand même, on résiste, quoi. Ce qui est important, c'est la grande histoire politique dans laquelle elle s'insère. Et c'est ça qui rend le message percutant, en fait. C'est le message politique que ça représente. Et puis, on ne fait pas juste le dire, enfin, on le fait, quoi. Ouais, on fait alliance aussi. On fait alliance avec des réseaux qui existent. Et on n'a pas la prétention de se dire qu'on va changer le monde tout seul, quoi. Donc, on y va avec des groupes qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs ou qui en sont proches. Donc la Fédération nationale d'agriculture biologique, tout à l'heure j'en ai parlé, là, donc c'est l'agriculture. Il y a aussi les semences paysannes. On s'est rapproché du réseau SSA, Sécurité sociale de l'alimentation. On en parlera tout à l'heure. J'en oublie. Ouais, alors il y en a d'autres. Ouais. Bah, des militants, des vrais engagés, quoi, qui représentent, qui ont compris l'histoire politique dans laquelle s'insère cette lutte, en fait. Mais bon, Ouais, mais en tout cas, nous, on veut croire qu'une autre cantine est possible. Attention, instant promo. Une autre cantine est possible. C'est écrit par Pierre-Yves Rommler, qui est l'un d'entre nous, hein, qui nous a rejoints, et qui est un cuisinier dans l'Aude et qui a transformé aussi sa cantine, même en 100% bio. Et puis là, il s'est associé sur cette écriture-là avec Marc Perrenou, qui est un sociologue, anthropologue de l'Université de Lausanne. voilà, des gens qui luttent, en fait, avec ce qu'ils font tous les jours, leur métier, le cuisinier. Et puis, on essaye de se mettre en réseau entre ces personnes, ces groupes qui luttent. Et là, il y a un enjeu aussi, parce que bah, on lutte contre les rapports de domination, les raisons structurelles qui font qu'on en arrive à ce système mortifère. Puis il y a aussi des enjeux internes. Enfin, voilà, entre réseaux de militants engagés de terrain, bah, il faut savoir coopérer, se coordonner, se mettre d'accord, agir ensemble. Et ça, c'est pas évident non plus, quoi. Toutes les assos militantes connaissent ça, tous les syndicats connaissent ça. On veut sauver le monde et tout, on veut changer la vie, on veut changer le rapport au monde entre nous. Et en même temps, bah, les enjeux de pouvoir, et moi je suis jaloux, et l'ego et machin, bah, c'est énorme aussi, quoi. Mais bon, nous, on regarde ça, et on désespère pas. On ne devient pas des gens de droite qui disent bah, l'humain est comme ça. Non, on dit ben non, il faut coopérer. Il faut coopérer avec méthode. Il y a des gens qui pensent ça, qui le font. Puis c'est une culture aussi, c'est une éducation. Et donc, ben oui, on le fait, quoi. Alors, on va symboliser cette coopération par l'assemblage des légumes. Alors, comment on fait? Petit point cuisine. Donc, j'ai une casserole absolument vide. Ça fait comme un tour de magie, j'adore. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette casserole? Parce qu'on ne va pas se nourrir que de bouillon, on est d'accord? Enfin, voilà, ça va faire un peu court. Ouais, bon. Sinon, on va prendre un bouillon. Ah, ça va faire un court bouillon? J'y ai pas pensé. Putain, déjà, c'est pour bien. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la casserole? En fait, on va respecter aussi l'ordre naturel des choses. Est-ce qu'on fait ça? Non, on respecte l'ordre naturel des choses. Donc, en dessous, on va mettre... Alors ça, c'est des oignons et du fenouil. C'est des légumes bulbes, on appelle ça. Et ça fait une bulbe, les oignons. Donc ça, il faut mettre tout en bas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau dans ces légumes bulbes. Et à chaque fois, on va mettre une couche de sel. Parce que le sel, ça fait sortir l'eau. Ça fait suer. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Puis le sel, c'est la vie quand même. Deuxième couche, on va mettre les légumes racines. Donc là, légumes racines, on a des carottes, des navets. Légumes de saison, hein, bien sûr. C'est Ouais, des navets nouveaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a les légumes fruits. Donc là, par exemple, là, on a des courgettes. C'est tout ce qui fait des fruits, quoi. Ah, attends. La couche de sel.
pas hésiter. Dernière couche. Les légumes feuilles. Donc là, bah, c'est ce qu'il y a en haut, quoi. C'est les feuilles, c'est aérien. Quand on parlait de l'ordre naturel, c'est ça. Bah, il y a la terre, il y a le ciel. Entre les deux, il y a le vivant. Voilà, quoi. C'est naturel, quoi. Je le fous un peu à côté. Non, faut pas. Dernière couche de sel. Alors là, technique de cuisson, vous dites, putain, mais elle est complètement cinglée, elle a pas mis d'eau, elle a pas mis d'huile, ça va cramer son truc, ça va être un truc, un enfer. Ouais, t'en as mis beaucoup là. Ouais, non, on n'en met jamais assez. Alors, en fait, l'astuce, c'est qu'on va mettre un premier couvercle pour que en fait, ce soit vraiment dans le minimum d'air pour que tous les légumes soient entre eux, quoi, tranquilles. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, les légumes qui sont en dessous, normalement, ils rentrent de l'eau avec le sel. Si, ça va marcher. Et donc l'eau, elle va s'évaporer, puis elle va se coller contre la paroi du premier couvercle, et puis redescendre comme ça. Et puis les légumes, ils vont être dans leur jus. Bon, puis le truc, on va laisser cuire à feu doux. Voilà, en finissant tranquillement la conf, là, tranquille. C'est parti! Ah oui. Faut qu'on vous raconte ça. Avec le collectif, on a vraiment besoin de se rencontrer régulièrement, de se voir. On est un collectif au niveau national, et donc bah ouais, des fois c'est pas toujours simple de se rencontrer, mais voilà, on essaie au maximum de se voir vraiment. Il y a un de nos adhérents qui dit bah oui, on a besoin de se voir pour se renifler. Ce jour-là, on est à Bourroux, on est encore en Dordogne. On vous parle beaucoup de la Dordogne, mais on vous expliquera pourquoi. Et donc à Bourroux, on est là donc pour une assemblée générale extraordinaire, parce qu'on a deux événements phares. On a la création de la SCIC, hein, donc la Société coopérative d'intérêt collectif. T'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et puis, on a aussi l'inauguration du premier collège 100% bio de Dordogne. Deuxième, pardon. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Belvès avant. Donc, je suis en charge ce jour-là de réceptionner les légumes. J'attends le maraîcher. Le maraîcher arrive, Didier, un gars lumière dans les yeux, quoi. Il ouvre sa camionnette et appuie à l'arrière. Alors, pour moi, c'est une explosion de joie parce qu'il y a des légumes de toutes les couleurs, toutes les tailles, tout ça, c'est génial. Bon, alors, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, à l'esthétique du légume. Voilà. Bon, moi, ça me touche en tout cas. Il sort un cajot de légumes et puis il commence à m'expliquer. Il me dit oui, tu vois, ça, c'est un Crucifirus maximus, c'est un chou. Et je suis vachement fière parce que en fait, l'année dernière, j'ai perdu toute ma production. En fait. Il a été attaqué par la pyrale du chou. Et, donc c'est chaud. Et donc, en fait, j'ai demandé à mon voisin. Et puis, lui, son chou, il a résisté. Et, il m'a donné ses semences. Et puis, voilà. On fait souvent ça, en fait. On s'entraide, quoi. Ok, super. Puis alors, il me décrit ça comme ça, tout ce qu'il a là, dans son cajot. Et puis, au moment où il me confie sa cagette, là, il me regarde droit dans les yeux, là. C'est comme s'il me confiait ses propres enfants, en fait. Vraiment, je sens ça dans son regard. Il me regarde droit dans les yeux, là. Qu'est-ce que je regarde? Il me dit, à travers son regard, il me dit, je peux te faire confiance. Ah ouais, parce que lui, il a mis de l'amour dans tout ça. Lui, il a mis sa passion, il a mis son savoir-faire. Il a mis tout ça dans sa cagette, là, de légumes qu'il me donne. Alors moi, je lui réponds pas. Tu peux me faire confiance, parce qu'il a compris à travers mon regard que bah oui, il peut me faire confiance. Mais je lui dis merci. Je lui dis merci. Et à l'intérieur, je me dis, ouais, je te fais la promesse, vraiment, Didier, qu'on va prendre soin de tes légumes.
et qu'on va en faire quelque chose de beau, quoi. On va les cuisiner, puis après on va les manger, et jusqu'au bout, ouais, on va respecter le travail que tu as fait. Ça s'est éteint? Ouais, c'est bon, je m'en occupe. Vas-y, vas-y. On avait prévu le coup. Et donc l'événement aussi, c'était en 2020 à Bourreau, en Dordogne. Bah oui, en Dordogne parce qu'en fait, c'est assez exceptionnel la Dordogne en termes de restauration collective parce qu'il y a une volonté politique extraordinaire. En fait, il y a un président du département, donc qui gère tous les collèges. Il s'appelle Germinal Perrault. Bon, déjà, vu le nom, il ne doit pas être complètement mauvais. Et puis, lui, il a dit bah, moi, tous mes collèges, là, je veux qu'ils soient en 100% bio. Comme ça. Puis quand les journalistes qui lui demandaient, parce qu'il était un peu dans la question agricole, tout ça, un journaliste qui lui demandait bah, pour vous, il faut combien de pourcentage d'agriculture conventionnelle, combien de pourcentage d'agriculture bio, lui disait bah, 100% bio. Bon, au moins c'est clair. Puis il fait pas, c'est pas juste de la parole, quoi. Et après, il le met en place. Donc comment il a fait? Il a embauché un cuisinier de cantine qui s'appelle Jean-Marc Mouillac, qui est un des cofondateurs du collectif Les Pieds dans le Plat, et qui avait mis en place en 2013 la première cantine certifiée 100% bio de France, dans un petit village à Marsanais. Là, on a fait les rencontres. Puis donc, le Germinal Perrault, il s'est dit ah, mais lui, bah, tiens, Jean-Marc, tu viens, je t'embauche au département et tu fais la même chose pour tous mes collèges. Et donc, bah, voilà, on a essayé, hein, parce que c'est différent en fait. Une petite cantine de municipalité et un collège, c'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes acteurs. En fait, un projet de restauration collective, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire parler et faire coopérer tous les acteurs. Donc il y a les enfants, les cuisiniers, les parents d'élèves, les paysans, les gestionnaires, ceux qui gèrent les comptes, les chefs d'établissement, les personnels de cantine qui font le service, etc. Il faut que toutes ces personnes-là se soient coordonnées en fait pour le vouloir, parce que sinon, ben voilà, on met des bâtons dans les roues, puis ça marche pas, quoi. Donc premier collège, c'était en 2019, ça a été certifié. Ils ont mis 1 an à le faire, quoi. Ils ont essayé, puis ils ont pas réussi, puis ils ont galéré, ça a pris 1 an. Puis Montpont, là, ils ont mis 6 mois. Voilà. Et puis, c'est pas juste que les produits non bio, ils sont devenus bio. C'est que c'est tout un projet d'établissement, en fait. Les cuisiniers, ils se sont remis à cuisiner dans les cuisines. Et puis, les paysans locaux, là, ils ont pu valoriser ce qu'ils faisaient. C'est le bio qu'ils faisaient, tout l'état d'esprit dans lequel ils faisaient. Ils ont pu le valoriser auprès des enfants du territoire. Donc voilà, c'est tout un projet. Et donc, on fait venir notre micro, Olivier Rollinger, à cette inauguration à Montpont. Parce que du coup, les médias, ils viennent et puis les gens, ils disent ouais. Donc voilà, un petit événement. Et puis, on fait notre assemblée générale extraordinaire. Et là, c'est le début de l'application d'une nouvelle stratégie de développement qu'on a mis en place avec les membres du conseil d'administration, tout ça. Donc, stratégie de développement, ça fait un peu... attends, Sciences Po, qu'est-ce qu'il va nous faire avec ce truc, quoi? Il va nous faire un coup à l'envers. Et là, on l'a fait ensemble, quoi, en collectif. On s'est dit, ok, ça c'est la bonne idée. Société coopérative d'intérêt collectif, c'est un peu comme les SCOP, sauf qu'on peut associer dedans des collectivités, des membres de la société civile, enfin tout un tas d'acteurs en fait, autour d'une mission d'intérêt général, qui là donc c'est transformer des cantines pour une transition alimentaire, etc. Et en fait, c'est pas une entreprise classique, parce qu'en fait, les travailleurs, ceux qui sont salariés, et d'ailleurs tout associé, ils sont tous associés en fait, tout le monde est associé. C'est-à-dire que tout le monde est propriétaire du capital de l'entreprise. C'est pas des personnes privées, là, quelques personnes qui ont de l'argent, qui ont investi quelques dizaines, centaines ou des millions, et qui du coup décident de tout, et puis non, c'est une personne, une voix. Et puis du coup, c'est démocratique, hein, tout ça. Et donc, on a créé ça pour accompagner les collectivités, donc des régions, des départements, des communes, tout, pour faire changer l'alimentation en général à travers l'alimentation collective. Et puis en même temps, l'association Collectif Les Pieds dans le Plat, et là, on va développer du plaidoyer politique. Donc, mais on va y aller à fond, quoi, vraiment. En fait, les deux, ils sont absolument essentiels. Et la stratégie, c'était ça. C'est l'un n'a pas de sens sans l'autre. Si on fait juste transformer des cantines,
sans l'insérer dans une histoire globale, un plaidoyer politique. Ça pas... Puis si on fait juste parler du sens politique que ça a la nation sans rien faire, bon, ça n'a pas trop de sens, quoi. Et donc, on a mis ça en place, et puis assemblée générale, etc. Tout le monde est content. Tout le monde est content? Ah oui. Oui, bah voilà. Bah c'est super, la Dordogne. Super. Bah, non, mais c'est un truc de dingue quand même. Enfin, tous les collèges de Dordogne sont en train de passer en 100% bio, local, fait maison, quoi. Et puis pas seulement en fait, parce que cette méthodologie qu'on a aidé à mettre en place, là, en fait, ils vont l'offrir aussi à leur restauration municipale. Donc, potentiellement, en fait, demain, tous les gamins de Dordogne vont pouvoir manger bio, local, saison, avec du sens, quoi. Alors moi, je rêve, quoi. Je me dis, mais demain, là, si dans toutes nos cantines, on pouvait faire ça, là. Si on pouvait redonner du sens, quoi, partout, là, dans l'alimentation, dans les cantines. Si on pouvait remettre au cœur de nos choix politiques, là, ça, là, le fait de privilégier une agriculture saine, respectueuse de l'environnement, de l'humain, la biodiversité, de remettre le vivant, quoi, vraiment au cœur de la question. Si on pouvait remettre en lien tous les acteurs de la restauration collective, les mettre autour de la table et dire allez, on y va, quoi, on fait un truc tous ensemble. C'est quoi tes contraintes, c'est quoi tes besoins, ok, on y va. Et puis on construit un projet commun comme ça. Et puis voilà, puis si tous les enfants pouvaient avoir accès, quoi, à cette nourriture saine, quoi, bonne, quoi, pour leur santé, pour leur cœur, pour leur éducation aussi. Si on pouvait reprendre le pouvoir dans les cantines, on pourrait reprendre aussi le pouvoir là, contre ces lobbies alimentaires qui veulent nous imposer un truc, là, la standardisation des goûts. C'est quoi ça? Ouais, je rêve là. Mais non, je rêve pas, quoi. Je rêve pas. Oui, c'est de l'utopie? C'est ça? C'est de l'utopie? C'est ça que vous pensez? Ben non, c'est de l'utopie concrète. Parce que nous, on l'a fait. On l'a fait à l'échelle d'un département. Mais putain, mais c'est possible, quoi. Emparez-vous de ça. Ça existe, c'est possible. On l'a fait. C'est cadeau. Mais oui, au début, les fondateurs, c'était dans les années 2010, là, quand ils parlaient de cantine bio, tout le monde leur disait « mais c'est impossible, c'est trop cher, vous y arriverez jamais, quoi. Vous êtes vraiment des doux rêveurs illuminés, là, des hippies. » Là. Puis après, ils l'ont fait. Ils ont fait la première petite cantine, 50%, et puis 100% bio. Ah bon, ok. Bon. Puis du coup, les médias, ils viennent, ils disent « ah oui, c'est possible ». Puis après, c'était un collège, puis 2 collèges, puis 3 collèges. Puis en fait, à chaque fois, t'en as qui sont là pour nous expliquer que c'est trop complexe. Non, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est complexe. Puis nous, on est un réseau, on est 30 formateurs, cuisiniers, diététiciens un peu partout en France, dans toutes les régions. Mais on a beau savoir le faire, avoir la méthode, avoir l'envie, on peut former, on peut le faire. Mais s'il n'y a pas la volonté politique, les élus, pour le vouloir, pour le mettre en place, pour dire oui, on y va, comme c'était le cas en Dordogne, ouais, forcément, ça bloque, quoi. Donc on est plein, nous, des formateurs, en Normandie, en Auvergne, en Occitanie. Mais ouais, des élus, des politiques qui ont la volonté de faire ça, il n'y en a pas dans toutes les régions, quoi. Pas encore, en tout cas. Ouais, puis à côté de ça, bon, la cantine, ok, quoi, c'est 4 jours semaine, 5 au mieux. Et puis, c'est une partie de l'année, quoi. C'est de septembre à juin. Puis après quoi? Il n'y a peut-être pas autre chose à inventer, quoi. En fait, il n'y a rien à inventer parce que c'est déjà inventé. Mais oui, en fait, on l'a déjà fait et ça marche et c'est pas plus cher. Alors ça, oui, on vous l'a pas dit encore, mais tout le monde dit oui, ok, c'est bien, mais ça coûte trop cher, quoi. En fait, en Dordogne, là, ce qu'ils ont prouvé, c'est que donc
Pourquoi en Dordogne? Parce qu'il y a une volonté politique et il y a des gens de terrain qui font vraiment les choses. Et là, du coup, ça fait des étincelles, quoi. Donc, c'est pas juste on forme les cuisiniers, hein. C'est un projet global, tout ça. C'est pensé de manière globale. C'est pas juste un projet de restauration collective, c'est jamais juste un projet de restauration collective. Donc, il faut mettre en place une plateforme d'approvisionnement avec un professionnel logisticien qui va aller faire le tour dans toutes les petites structures paysannes, là, qui normalement ne peuvent pas livrer eux-mêmes, etc. Ensuite, il faut former au marché public aussi. Donc, les gestionnaires, là, tous ceux qui, dans les départements, en fait, c'est l'éducation nationale qui gère les gestionnaires. Donc en fait, ils disent, ils ont trop peur, ils disent, non, mais vous allez exploser les coûts, là, c'est pas possible, non, non, surtout pas. Donc il faut les convaincre, et puis donc il faut faire des marchés publics adaptés, il faut leur apprendre à faire des plans alimentaires. Et puis on nous dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, ok, on essaye, on le fait, ah oui, ça marche. Et puis même, on fait la compta à la fin de l'année, ah, mais c'est même moins cher, on a gagné de l'argent. Bon, alors là, du coup, ils peuvent plus nous dire que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut former les cuisiniers, il faut faire un projet d'établissement, parce que il faut aussi valoriser, éduquer les enfants sur la question pourquoi là, ce qu'ils ont dans l'assiette, ça vient d'où, qui l'a fait et pourquoi. Donc voilà, c'est un projet global, quoi. Et puis, en fait, en le faisant, ces acteurs de terrain, Aurélie, Jean-Marc, Séverine, Philippe, mon père, Pierre-Yves, tout le monde, en fait, ils se rendent compte que c'est révolutionnaire, en fait. Il y a un côté révolutionnaire là-dedans. Par exemple, Aurélie, diététicienne en Dordogne, embauchée par le département aussi, elle a créé un outil qui s'appelle À table. Et À table, en fait, ça permet de partir des besoins alimentaires. Donc elle, en tant que diététicienne, dans tous les collèges, j'ai regardé, il faut tant de tonnes de carottes, tant de tonnes de céréales, tant de tonnes de légumineuses pour nourrir tant de dizaines de milliers d'élèves. Donc en fait, on part des besoins réels, et avec ça, on planifie la production agricole. Donc on dit, on peut s'engager devant les producteurs, on leur dit, en fait, ouais, là, sur 5 ans, on va avoir besoin de tant de quantité de tels légumes. Donc eux, ça les aide parce qu'ils disent, ah oui, du coup, là, ça m'engage en plus, je peux m'engager sur une durée, puis je sais que je vais gagner tant, on négocie pas les prix, hein. Non, c'est pas plus cher, hein. Les cantines bio, c'est pas plus cher, on l'approuve, c'est entre 1,80 et 2 euros en coût denrée. Et du coup, on valorise des légumes, des céréales de semences paysannes, on valorise des races anciennes locales, donc c'est pas des races standardisées, hein. Et puis tout ça, ça fait vivre toute une économie locale qui préserve les sols, la biodiversité, etc. Un mot sur À table. Ah, parce que À table, donc là, on l'a appliqué en Dordogne, parce qu'il y a une volonté politique. Mais on pourrait le faire ailleurs aussi. On l'utilise, hein, ce logiciel À table, en fait, c'est très simple, hein, c'est basé sur le plan alimentaire. Donc, le plan alimentaire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en fait, c'est les grandes catégories, quoi. Alors, normalement, en fait, le plan alimentaire classique, issu du GMRCN, du grand guide dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est toujours 5 composantes, quoi. L'entrée, le plat, l'accompagnement, le laitage et le dessert. Et donc, nous, en fait, au collectif, on a pris des libertés, y compris par rapport à ce nombre de composantes. Donc, parfois, en fait, il n'y a que 3 composantes. Bah oui, vous aussi, vous ne faites pas rentrer plat, dessert, enfin, si, comme Agence des Loutres, on le fait, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Donc voilà, on a pris cette liberté-là, et puis à travers ça, en fait, donc il n'y a pas que le nombre de composantes, il y a aussi les grammages qu'on a ajustés, et puis qu'on travaille aussi avec les cuisiniers sur site, parce que d'un site à l'autre, on ne va pas utiliser le même grammage dans l'accompagnement, parce que ces gamins-là, en fait, ils n'aiment pas trop le riz, mais ils préfèrent les pâtes. Ok, voilà, on ajuste les grammages. Et donc à partir de ça, on a vraiment quelque chose de très très fin sur les besoins quantitatifs. Et alors, là où c'est très fort, c'est que, oui, il faut pouvoir le réadapter à chaque saison, à chaque production aussi, parce que en Dordogne, oui, on n'a pas la même production qu'en Normandie, quoi. Donc voilà, on s'empare de ça et on prend cette liberté aussi de se dire, oui, pendant l'hiver, on va manger peut-être moins de crudités, parce qu'il y a moins d'offres en crudité, et puis on va pouvoir, avec notre travail de diététicienne, ajuster aussi l'équilibre alimentaire. Voilà, faut pas se mentir, hein, l'équilibre alimentaire, c'est pas du quantitatif, quoi. C'est d'abord du qualitatif. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que en nutrition, le fait de se nourrir, c'est ça d'abord, c'est la qualité d'abord et la
quantité après. Mais oui, la qualité des produits, par exemple, les huiles. En fait, une huile, c'est une huile, quoi. Quand on achète une huile, on se demande pas. D'ailleurs, on va peut-être plutôt acheter celle où c'est écrit oméga 3 à fond dessus. On se dit, ouais, c'est bien, c'est bon ça. Non? Je sais pas. Non. Les huiles, alors nous, c'est vraiment un truc qu'on va ramener dans nos formations. Faire la différence entre une huile et une huile. Une huile standard, c'est quoi? C'est une huile raffinée. Alors on se dit, ouais, raffinée, c'est bien. Non. En fait, dès qu'il y a un raffinage en ultra-transformation, en fait, on va perdre des choses. On va perdre des nutriments parce que, en fait, on va, par exemple, pour les huiles, chauffer à haute température. On va pas faire que ça, en fait. En les chauffant, on va transformer les gras. Ça va produire des gras qui sont dangereux pour la santé. C'est des gras trans. Alors, ils se voient pas beaucoup, ils sont en toute petite quantité, mais une fois qu'on les a dans notre corps, stockés, en fait, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas s'en débarrasser. Donc, le cumul, ça vient intoxiquer nos corps petit à petit, quoi. Bon, alors, si avec les gras trans, voilà, mais en tout cas, ça peut faire déborder à un moment donné parce que on s'est intoxiqué au fur et à mesure, quoi. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on va enlever aussi, c'est non seulement les nutriments, mais aussi le goût. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? On a un gras super neutre qui est bourré de produits chimiques en plus. Bon, ça se voit pas, ça se goûte pas non plus, mais il y en a quand même dedans. Et on va recolorer. On va remettre les oméga 3 qu'on a perdus, on va mettre des oméga 3 de synthèse. Et puis alors, pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout, on va mettre naturellement riche en oméga 3. Bah oui, on a le droit. Parce qu'à l'origine, la graine, elle en contenait, naturellement. Hein? Alors que les huiles bio. Les huiles bio, c'est quoi? On prend le grain, on l'écrase, on le chauffe pas, c'est à froid, et on récupère simplement l'huile. Donc on a l'essentiel. Et puis la graine, elle a été cultivée en bio aussi, donc elle n'a pas reçu de pesticides. C'est un petit détail quand même qui est important. Donc il n'y a pas besoin de l'enrichir en quoi que ce soit en fait, parce qu'elle a rien perdu dans le processus. Ouais, les produits enrichis, de toute façon, tu sais qui ça enrichit, hein. C'est pas les produits, hein. En fait, les produits ultra transformés, un bon exemple, c'est les cordons bleus. Les cordons bleus, oh, la cantine, trop bien, les cordons bleus. Vous achetez un cordon bleu en supermarché, juste regardez la liste des ingrédients. Il y en a au moins 25, quoi. Un cordon bleu, un vrai, un fait maison, un cordon bleu à la base, il y a combien? Il y a 5 ingrédients dedans. Du poulet, un jambon, du fromage, de la panure, enfin voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le truc? C'est bourré d'additifs et de trucs qui sont juste mauvais en fait. C'est prouvé scientifiquement qu'ils sont mauvais pour la santé. Alors, petit instant promo. Halte aux produits ultra transformés, mangeons vrai. Donc, Anthony Fardet, c'est l'un d'entre nous, en fait. C'est un des membres actifs du collectif Les Pieds dans le Plat. Il nous a rejoint après, en fait. Enfin, c'est pas un des membres fondateurs. Mais on est très fiers de l'avoir parmi nous et ces aliments ultra transformés, il en parle très bien. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que en dehors de l'aspect qualitatif, en fait, de la production, quand on va transformer les produits, il y a aussi quelque chose de très important à retenir, c'est qu'à partir du moment où on va séparer, diviser, le produit ultra transformé, c'est ça, hein, on va prendre un aliment et puis on va extraire tel nutriment, tel composant, tel machin, puis après on va le réassembler. Et puis pour que ce soit quand même bouffable, et voilà, on va faire de la cosmétique, quoi. On va rajouter des colorants, des exhausteurs de goût, des machins. Voilà. Et donc nous, il nous dit, en fait, ça, c'est plus que de l'alimentation, c'est vraiment une vision du monde. C'est une vision du monde, hein, l'ultra-transformation, réductionniste, divisée, séparée. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que tant qu'on n'aura pas une vision systémique, entière, du grand tout, holistique, voilà, on n'aura pas compris comment bien se nourrir. Donc voilà, en Dordogne, avec tout ce qui a été mis en place et puis l'outil à table, on arrive à valoriser des produits de qualité faits localement, des huiles, des semences, etc. Puis on a quantifié aussi la surface agricole nécessaire pour ça. Pour tous les collèges, les 35, 11 000 couverts, combien il faut de surface en fait? Parce que on entend toujours, mais vous vous rendez pas compte, il n'y a pas assez de bio, on ne peut pas, nous, sur notre territoire,
On n'a pas assez de bio, c'est pas possible, quoi. Bah, du coup, ils ont calculé. Pour 11 000 couverts, 35 collèges, c'est 41 hectares. C'est rien du tout. C'est rien du tout. La surface agricole utile de la Dordogne, c'est 353 000 hectares. Vous voyez, c'est même pas 1%. Donc voilà, qu'ils n'aillent pas nous dire non mais c'est trop, enfin, c'est rien du tout en fait. Pour l'ensemble de la restauration scolaire, ce serait 169 hectares. Pareil, c'est rien. 353 169. Enfin, vous voyez, enfin, on ne demande pas la lune quoi non plus. Et qu'on vienne pas nous dire qu'on est trop radical quoi. On veut juste la santé des enfants en fait. Puis enfin voilà, vous inquiétez pas, les gros industriels, votre marché, on va pas le conquérir encore. Bon, alors bien sûr, donc là, cette année, ils en ont fait 4 de plus, des 100% bio, hein, des collèges. Donc ils augmentent le rythme tous les ans. Objectif, les 35 en 2026. Mais bon, il faut être honnête, même 35 collèges, c'est quoi à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, en parlant pas. Enfin, c'est rien, quoi. C'est pas avec ça qu'on va faire peur au capitalisme, quoi. Mais oui, on fait de la résistance. Bon, c'est pour la portée politique du message. Par contre, on crée les outils, on prépare en fait, parce que s'il y en a d'autres qui ont la volonté politique, bah ouais, on peut le faire, on sait le faire, et puis ça coûte pas plus cher, donc bah, ils ont moins de raisons de dire ouais, c'est trop complexe, vous savez, c'est pas possible. On fait ça. On fait ce qu'on peut, hein, on fait de la résistance, il y a des outils qu'on a, quoi. Puis il y a d'autres initiatives aussi dans l'alimentation, que nous on aime bien. Le collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Alors ça, Bernard Friot, ça vous dit quelque chose? Ça, on a 2 points. En une seule phrase. Alors Bernard Friot, c'est un intellectuel universitaire, économiste, sociologue du travail. Il connaît le sujet, mais de fond en comble, quoi. Il a écrit des bouquins hyper techniques, mais bon, enfin, je ne vous conseille pas forcément de les lire. Il y a des conférences gesticulées qui ont vulgarisé ça, justement, et là, on comprend très bien. Moi, c'est ce que j'ai vu cette conférence, je me suis dit, waouh, wow, il y a vraiment un truc là-dedans, quoi. En fait, il dit, il est communiste. Bon. Moi, j'en ai croisé aussi des communistes, hein, dans le collectif, il y en a à l'appel. Mais bon, quand je les voyais être, au final, je voyais que dans les assemblées et tout, au final, ce qui les intéressait, c'est plus le pouvoir qu'autre chose, quoi. Bon, le pouvoir et puis après les idées. Bon, juste ça, bon. Mais bon, là, c'est une autre vision du communisme, enfin que je connaissais pas. C'est le communisme du déjà là. En fait, lui, il dit, il est chrétien aussi, par ailleurs, et il l'affirme. Il dit, en fait, le communisme, c'est pas, on attend un truc, il y aura le grand soir, et puis la révolution, et puis après, ce sera le monde meilleur, le paradis, etc. Non, non, c'est pas ça. Le communisme, il est déjà là. Il y a déjà des conquêtes communistes au sein même du capitalisme aujourd'hui, notamment la sécurité sociale. Et oui, donc c'était le Conseil national de la résistance, 1945. Donc c'était des circonstances exceptionnelles, hein. Les communistes étaient à 30%, c'était l'après-guerre et tout ça. Et puis il y a Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, c'est ce que nous explique Bernard Friot. Donc c'est lui vraiment qui a construit la sécurité sociale de l'alimentation. Ce que vous allez lire à la presse, tout ça, vous allez dire oh, c'est le général de Gaulle, général de Gaulle. Non, c'est pas vrai, c'est Ambroise Croizat. Et c'était un ouvrier. Et d'ailleurs, c'est le seul ouvrier qui a été ministre du Travail en France. Et puis, donc, ils ont construit cette sécurité sociale en 8 mois. Voilà, pareil, on se dit, c'est quand même c'est un gros truc, quoi. Et ça change en fait complètement la logique de la manière dont on se rémunère et dans laquelle on socialise du salaire, en fait, pour le redistribuer, pour avoir votre carte vitale. Voilà. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est étendre ce qu'il y a déjà là, la sécurité sociale appliquée à la santé, c'est de l'étendre à d'autres pans en fait, de la société. Par exemple, le logement ou l'alimentation. Pareil, sur notre carte, là, on aurait 150, 200 euros où on peut l'utiliser pour acheter des produits qui auront été conventionnés, comme la santé, conventionnés par des instances qui sont démocratiques. Voilà, où c'est le peuple, c'est les gens en fait qui décident ce qu'on peut acheter avec ces 150 euros. Et donc là, il explique que en fait, être révolutionnaire, c'est pas attendre le grand soir là, et dire non, c'est déjà là, on peut déjà le faire. Il faut étendre ce qui est déjà là. Il faut pousser
ce qu'il y a de déjà révolutionnaire au sein de notre système capitaliste. Moi, j'ai appris ça avec les conférences gesticulées. C'est pas à Sciences Po que j'ai appris ça. Et je trouve ça, ça m'a scotché, quoi. C'est wow. Donc voilà, nous on fait partie du collectif et puis on participe à tout ça, quoi. On coopère et tout. Voilà, ça veut pas dire que tout va bien se passer, tout va être facile, hein, mais on le fait parce que ça a un sens. Ça a un sens et puis peut-être qu'il y a toujours des histoires de coopération, d'ego, de pouvoir, de machin, mais toi tu fais mieux ci, tu fais mieux ça. Mais non, enfin, on y croit toujours, on crée un autre rapport au monde et à la vie en fait. On perd pas espoir en fait. Et sur la question de l'espoir, il y a des communistes, moi que j'en ai croisé, des syndicalistes qui m'ont dit mais oui, un monde meilleur, changer la vie, etc. Mais dans les rapports humains, faut pas espérer trouver autre chose que oui, des rapports de force, de domination, de pouvoir aussi, quoi, qui sont très implicites. Hein. C'est toujours très implicite. Je l'ai vu ça, puis j'apprends avec le collectif, je le vois aussi, j'apprends, je grandis. Mais il y a quand même des gens qui perdent pas espoir, quoi, qui se disent que c'est possible, parce que c'est aussi une culture, c'est une éducation. Et puis il y a des gens qu'on connaît qui n'ont pas suivi les mêmes règles. Hein. Quand ils se faisaient battre, ils ont tendu la joue. C'est une façon de le voir. Moi, je suis pas chrétien, enfin pas plus que je suis musulman ou juif ou bouddhiste ou quoi. Hein. Mais en tout cas, je suis plutôt scientifique rationnel de base. Et donc les scientifiques, apparemment, ils sont plutôt d'accord pour dire que Jésus, ce type-là, il a existé. Bon. Pour dire, ceux qui nous disent c'est pas possible, non mais tu te rends pas compte, c'est pas possible. Nous, on a fait des cantines 100% bio, on nous disait que c'était pas possible. Là, c'est pareil, Jésus, lui, il l'a fait, non Bon, on l'a fini cette soupe. Alors, on a un petit problème technique. C'est que là, on n'a plus de gaz. Alors, je regarde. Ça sent pas le cramer déjà. C'est chaud par contre. On va regarder si les carottes sont cuites. Jean-Luc, il est où? Alors que j'en ai mis que 3, t'imagines? Elle est pour toi, celle-là. Eh ben, c'est nickel. Voilà, c'est cuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait étape suivante? On va mélanger tout ça. Alors d'abord, on filtre hein, quand même. Ah oui, pardon. On filtre et on va garder que l'essentiel. Ah, j'ai pas l'écu noir. Oh merde. Accessoiriste? Bon, alors pardonnez-nous, il n'y a pas de cuisinier dans notre conf, ça manque. Au début, on pensait, mais donc pareil, soyez indulgents sur la soupe. Nous, on n'est pas cuisiniers, donc on a fait ce qu'on a pu. Puis c'est une soupe de cantine, hein, c'est pas non plus. Bon, en attendant, on va pouvoir conclure quand même. Je vais mettre tout ça. Ok. C'est à moi de conclure? Je commence. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Tu commences? Comment j'ai envie de conclure? Donc en fait, nous, avec les cantines bio, là, ce qu'on veut faire, c'est aussi ça, c'est pousser ce qu'il y a d'un peu révolutionnaire au sein même de notre système aujourd'hui. On peut déjà le faire, là, c'est déjà là. Voilà. Parce qu'en attendant qu'il y ait des circonstances exceptionnelles, hein, comme le CNR, où il va pouvoir y avoir une sécurité sociale de l'alimentation qui puisse se mettre en place, tout ça, parce que c'est des rapports de force, tout ça, hein, ça ne va pas pouvoir se mettre en place comme ça, quoi. Il y a d'autres intérêts puissants qui regardent ça, qui scrutent de l'œil et qui bataillent. Enfin, c'est pour pas qu'on socialise plus de salaire. Mais bon, en attendant qu'on puisse mettre ça en place, et puis on le construit avec les autres, en collectif, on va faire des cantines 100% bio, quoi. C'est notre manière de faire la révolution délicieuse.
Alors, on ne vous demande pas de sortir les armes, les fourches et puis les couteaux et tout de suite. Peut-être à un moment il faudra, je sais pas. Mais déjà sortez vos casseroles, vos fourchettes, et puis allez demander là, à votre élu la cantine là. Mon enfant, qu'est-ce qu'il mange à la cantine? Je sais pas, c'est un moyen en fait, un moyen de lutter quoi. Voilà, si on a pu vous transmettre un petit peu cette envie de lutter à travers la cantine, moi ça a changé ma vie quoi. Moi, Si vous avez je voudrais peut-être, en fait, juste conclure en musique, moi, tu vois, genre. Ouais. Il y a un musicien dans la salle? Ah, ah bah tiens. Ah bah tu veux venir parce on a une petite chanson, mais si tu peux jouer de la musique, ça serait Ouais, t'improvises comme cool ça. quoi. Bah tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux et nous on te suit quoi. Nous, on veut continuer à cuisiner ensemble. Du fait maison, du bio local d'abord. Et de l'amour à partager encore. Oui, 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 nous, on va maintenant mettre les pieds dans le plat. Déconstruire tous nos vieux schémas. Faire des 100% bio à tour de bras. Oui, 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 nous, on fait la révolution délicieuse. Les céréales et les légumineuses pour une cuisine valeureuse. Non, 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 les nouveaux OGM, on n'en veut toujours pas. Egalim, ça ne suffira pas. Nourrir l'avenir sera notre combat. Au collectif, les pieds dans le plat.